La première chose qui vint troubler le silence fut le bruit de la porcelaine. Une cuillère à café touchant le bord d'une tasse dans un salon qui connaissait ce geste depuis des décennies. C'était en fin de matinée à St. Aldhelms, cette heure paisible où l'on ne s'attendait pas à grand-chose, et Mademoiselle Marple était assise près de la fenêtre, son tricot soigneusement posé sur ses genoux, regardant les moineaux se disputer une miette sur le chemin de gravier. Le village était parfaitement lui-même. Une cloche sonna faiblement depuis le clocher de l'église, sans raison particulière, simplement pour marquer l'heure. Quelque part, une tondeuse à gazon démarra, toussa, puis se stabilisa dans un bourdonnement rassurant. C'était le genre de matinée où l'on pouvait affirmer avec certitude que rien de fâcheux ne se produisait jamais ici. Et pourtant, dès les premiers instants, le calme fut rompu. Le téléphone posé sur la petite table d'appoint sonna une fois, deux fois, un son brusque et inhabituel dans une pièce habituée aux lettres et aux visiteurs. Mademoiselle Marple le regarda avec une légère surprise avant de mettre de côté son tricot et de répondre d'une voix douce et courtoise. « Oui ?» Il y eut un silence. Puis la voix de Madame Haydock, tendue dans une gaieté qui ne lui convenait pas du tout. « Jane, ma chère, je suis désolé de vous déranger, mais... Eh bien, quelque chose de terrible s'est produit à la vieille maison Grantham. Vous savez, celle avec la galerie de tableaux. » Mademoiselle Marple écouta sans l'interrompre, le visage impassible, bien que son regard se soit brièvement posé sur la fenêtre, comme pour s'ancrer dans le monde ordinaire qui se trouvait à l'extérieur. « Il y a eu un décès, » poursuivit Madame Haydock, pendant la visite matinale. Le pauvre monsieur Lionel Faraday, on l'a retrouvé immobile sous l'un des tableaux. Le médecin dit, eh bien, qu'il est décédé. Ils ont appelé la police. Je vois, dit Mademoiselle Marple doucement. C'est très triste. Oui, c'est vraiment horrible. Quel choc! L'instant d'avant, tout le monde admirait les tableaux. Et l'instant d'après, eh bien... Madame Haydock baissa instinctivement la voix, même si personne ne pouvait l'entendre. On dit qu'il avait l'air presque paisible, comme s'il se reposait simplement. Mademoiselle Marple la remercia d'avoir appelé et raccrocha délicatement le combiné. Elle resta un moment debout, une main posée sur la table, le regard perdu dans le vide. Puis elle retourna s'asseoir et reprit son tricot, mais les aiguilles bougeaient plus lentement désormais. Un homme gisant paisiblement sous un tableau, avait dit Madame Haydock. C'était une expression si étrange. Mademoiselle Marple en avait déjà entendu de similaires, généralement appliquées à des choses qui n'avaient rien de paisible. Grantham House se trouvait à l'orée du village, une vieille bâtisse géorgienne qui avait survécu à sa fonction initiale et s'était réinventée avec une détermination tranquille. Sa forme actuelle, celle d'une modeste galerie privée exposant la collection du défunt Sir Edwin Grantham, attirait un flux constant de visiteurs et apportait une fierté discrète à St. Aldhelms. On parlait de la galerie avec affection, comme on pourrait parler d'un parent respectable mais légèrement excentrique. Ce matin-là, elle avait ouvert, comme d'habitude. Mademoiselle Marple le savait, car elle avait elle-même décliné une invitation à assister au petit dévoilement d'un portrait récemment acquis, invoquant un genou douloureux et un excès d'humidité. Elle avait plutôt décidé de profiter d'une matinée tranquille chez elle. Mais il semblait que la matinée avait d'autres projets. Lorsque Mademoiselle Marple arriva à Grantham House, le village était déjà en effervescence. Des voitures étaient garées à des angles habituellement interdits, et un petit groupe de badauds se tenait devant le portail, murmurant avec l'animation prudente réservée aux catastrophes. Les visages se tournèrent à son passage, la curiosité se mêlant au soulagement. La présence de Mademoiselle Marple donnait aux événements un étrange sentiment d'ordre. À l'intérieur,
La galerie de tableaux dégageait une légère odeur de cire et de vieilles toiles. Les murs étaient ornés de paysages et de portraits, dont les sujets contemplaient sereinement la scène en contrebas. C'est sous l'un d'eux que reposait Lionel Faraday, désormais recouvert respectueusement d'un manteau emprunté à quelqu'un. L'inspecteur Keating se tenait à proximité, un carnet à la main, l'air calme mais alerte. Il salua mademoiselle Marple avec une courtoisie professionnelle, bien qu'un éclair de surprise ait traversé son visage. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici si tôt, mademoiselle Marple. »« Oh, j'habite tout près, » répondit-elle aimablement, « et on déteste tellement rester dans l'incertitude. » Il inclina la tête, acceptant cette explication comme suffisante. Le corps gisait juste sous un grand tableau à l'huile. Une scène de chasse, remarqua mademoiselle Marple, avec des cavaliers figés dans un moment d'attente perpétuelle. L'ironie ne lui échappa pas. Faraday lui-même était un homme petit et soigné, connu pour ses manières attentionnées et son dévouement à la galerie. En tant qu'ancien secrétaire de Sir Edwin, il avait supervisé une grande partie de la transition de la collection vers l'exposition publique. Il donnait une petite conférence, murmura madame Haydock, qui s'était placée tout près, à propos de la provenance du portrait. Puis il s'est simplement arrêté de parler. « Il s'est arrêté ?» répéta doucement mademoiselle Marple. « Oui. Il a juste fait une pause, comme s'il cherchait ses mots. Il a posé la main sur le mur, juste là, puis il s'est effondré. Tout s'est passé très vite. » Les yeux de mademoiselle Marple suivirent le geste jusqu'à l'endroit précis du mur où Faraday avait posé la main. Il n'y avait rien de remarquable à cet endroit, seulement une surface lisse et pâle entre deux cadres. Et pourtant, quelque chose attira son attention. Un agent de police s'écarta légèrement, révélant le tableau au-dessus. Il représentait une jeune femme assise près d'une fenêtre, les mains jointes sur les genoux, le visage impassible. La lumière dans le tableau tombait sous un angle étrange, illuminant un côté de son visage, tout en laissant l'autre dans l'ombre. Mademoiselle Marple sentit une légère oppression dans sa poitrine. Les visages à moitié dans l'ombre l'avaient toujours troublée. Ils lui rappelaient les personnes qui montraient une chose au monde et en cachaient soigneusement une autre. « Elle n'a été accrochée qu'hier », dit une voix derrière elle. Mademoiselle Marple se retourna et vit Amelia Grantham, la nièce de Sir Edwin et actuelle gardienne de la maison. Elle était pâle mais calme, sa robe noire immaculée. Nous étions tous ravis de voir à quel point elle s'intégrait bien dans cet espace. « Un choix charmant », dit mademoiselle Marple avec gentillesse. « Elle surveille la pièce, n'est-ce pas ?» Les lèvres d'Amelia Grantham esquissèrent un sourire crispé. « Oui. Mon oncle a toujours aimé les tableaux qui observaient. » L'inspecteur Keating s'éclaircit la gorge. « Nous sommes encore en train d'établir les faits, » dit-il. « Le docteur Bellows pense qu'il s'agit peut-être d'un malaise soudain, une crise cardiaque peut-être. Monsieur Faraday n'avait pas d'ennemi connu. »« Personne n'en a jamais, » murmura mademoiselle Marple, presque pour elle-même. L'inspecteur lui jeta un regard perçant, puis esquissa un sourire. « Tout à fait. Mais il faut suivre la procédure. » Alors qu'il s'éloignait, mademoiselle Marple laissa son regard errer une fois de plus dans la pièce. Les visiteurs se tenaient en petits groupes, parlant à voix basse, jetant des regards furtifs vers le corps recouvert, puis détournant les yeux. Elle remarqua qu'une femme serrait son sac à main, comme s'il risquait de s'enfuir, et qu'un homme, près de la porte, évitait complètement de regarder le tableau. Et au-dessus de tout cela, le silence des murs pesait lourdement, avec leur rangée de visages et de scènes figées dans le temps, témoins muets. Miss Marple reporta son attention sur le tableau au-dessus de Lionel Faraday. Les yeux de la jeune femme, peints avec une subtilité exquise, semblaient presque vivants, observateurs, mémoriseurs. Miss Marple eut le sentiment,
avec un frisson à la fois familier et désagréable, que rien dans un village n'arrivait jamais par hasard. Pas vraiment. Les apparences étaient soigneusement entretenues, mais la nature humaine, comme un tableau mal accroché, avait tendance à se dévoiler quand on s'y attendait le moins. Elle croisa les mains devant elle et soupira. « Eh bien, dit-elle doucement, c'est très intéressant, en effet. » L'inspecteur Keating se retourna, au son de la voix de mademoiselle Marple, mais ne fit aucun commentaire dans l'immédiat. Il se contenta de l'observer un instant avec la curiosité tolérante d'un homme habitué à se plier aux excentricités du village. Puis il fit signe au constable de continuer à prendre les noms, et la pièce reprit son activité modérée, comme une marée qui revient à contre-cœur après une pause. Mademoiselle Marple s'approcha un peu plus du mur, sans s'imposer, mais avec l'air de quelqu'un qui admire un tableau sous un angle nouveau. Son regard passa du corps recouvert au portrait au-dessus, puis, presque par hasard, aux personnes qui se tenaient le plus près. Madame Haydock s'essuya les yeux avec un mouchoir en dentelle. « C'est terrible, n'est-ce pas ? Pauvre Lionel, un homme si dévoué. Il vivait pour cet endroit. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Certaines personnes se consacrent entièrement à une seule chose. Cela peut être assez dangereux. » Madame Haydock cligna des yeux. « Dangereux ? Oh, dans le sens où l'on peut ne pas remarquer d'autre chose, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Les gens, par exemple. » Madame Haydock eut l'air légèrement perplexe, mais elle fut dispensée de répondre, car Amelia Grantham s'était approchée, ses talons claquant doucement sur le sol ciré. « Je suis ravie que vous soyez venue, mademoiselle Marple, » dit Amelia. « Mon oncle parlait toujours de vous en termes élogieux. Il disait que vous remarquiez des choses que la plupart des gens ne voyaient pas. »« C'était très gentil de sa part, » répondit mademoiselle Marple. « Sir Edwin avait un excellent œil. » Amelia pinça les lèvres de manière presque imperceptible. « C'est vrai, parfois trop excellent, pour être honnête. » Avant que mademoiselle Marple n'ait pu répondre, un homme aux cheveux gris acier et à la cravate soigneusement nouée s'éclaircit la gorge à proximité. Il se tenait avec la politesse rigide de quelqu'un qui est déterminé à ne pas attirer l'attention et qui échoue plutôt lamentablement. « Si vous me le permettez, » dit-il en inclinant la tête. « Docteur Bellows, j'ai examiné M. Faraday. » Mademoiselle Marple se tourna vers lui avec intérêt. « Et qu'avez-vous trouvé, docteur ?» Le docteur Bellows hésita, jetant un coup d'œil à l'inspecteur Keating, qui acquiesça brièvement. « Aucun signe immédiat de violence, aucune lutte. Il s'est simplement effondré. Une insuffisance cardiaque serait la conclusion évidente, mais je préfère attendre les résultats de l'autopsie avant de me prononcer définitivement. »« Bien sûr, » dit mademoiselle Marple. « Il ne faut jamais tirer de conclusions hâtives. » Le docteur Bellows sembla soulagé par son accord. « Exactement. Cependant, » ajouta-t-il en baissant la voix, « il y a certaines particularités. » Mademoiselle Marple attendit, l'air encourageant. « Il semblait extrêmement agité peu avant de s'effondrer, » poursuivit le docteur Bellows. « Plusieurs personnes l'ont remarqué. Il transpirait. Ses mains tremblaient légèrement. Lionel était toujours un peu nerveux. Intervint rapidement madame Haydock. Diriger la galerie était une lourde responsabilité. Et ce nouveau tableau, il est arrivé assez soudainement. « Oui, » dit mademoiselle Marple. « Je crois comprendre qu'il n'a été accroché qu'hier. » Amelia Grantham acquiesça. « Nous l'avons acquis à la dernière minute. Un vendeur privé. Mon oncle aurait été ravi. »« Et M. Faraday ?» demanda mademoiselle Marple. « Était-il également ravi ?» Amelia marqua une pause. Il était inquiet au sujet de son authenticité. Cela attira toute l'attention de mademoiselle Marple. « Inquiet à quel sujet, ma chère ?» Les yeux d'Amelia se posèrent sur le tableau. Il pensait qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait, une incohérence dans la provenance. Le docteur Bellows se tortilla, mal à l'aise. « Purement académique.
J'en suis sûr. Les questions académiques sont connues pour susciter des sentiments très forts, observa mademoiselle Marple. L'inspecteur Keating les rejoignit, son carnet désormais fermé. S'il y avait des doutes au sujet du tableau, nous voulons le savoir, dit-il d'un ton vif. Les motivations financières peuvent compliquer les choses. Amélia se raidit. Je vous assure, inspecteur, qu'il n'y avait rien d'inapproprié. Bien sûr, répondit-il. Néanmoins, je vais parler à toutes les personnes présentes ce matin. Alors qu'il s'éloignait à nouveau, mademoiselle Marple se permit un petit soupir. Il était extraordinaire de voir à quelle vitesse les gens cherchaient des explications qui les rassuraient. Une crise cardiaque, des différends académiques, n'importe quoi en fait, qui leur évitait d'examiner de trop près les sentiments humains. Elle se dirigea vers un groupe près du mur du fond où deux femmes se tenaient debout, chuchotant derrière leurs mains gantées. L'une était jeune, avec un air d'impatience agité. L'autre était plus âgée, le visage marqué par une désapprobation habituelle. « J'ai toujours dit que c'était une erreur », murmurait la femme plus âgée. « Ouvrir la maison au public, des étrangers partout. »« Chut, tante Lydia », répondit la plus jeune. « Les gens vont entendre. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Les gens entendent, généralement, » dit-elle en entrant dans leur champ de vision. « Mais ils ont aussi tendance à entendre ce qu'ils s'attendent à entendre. » La jeune femme rougit. « Je ne voulais pas dire. »« Tout à fait, » dit mademoiselle Marple avec gentillesse. « Vous disiez que c'était une erreur. » Tante Lydia renifla. « Monsieur Faraday a insisté pour que nous le fassions. Il disait que c'était le souhait de Sir Edwin. Cet homme a toujours fait ce qu'il voulait. Et maintenant, il est mort, dit doucement mademoiselle Marple, ce qui change la donne. » La jeune femme changea de position. C'est horrible à dire, mais il y avait des disputes à propos de la collection, à propos de qui devait décider ce qui restait et ce qui partait. Mademoiselle Marple acquiesça. Les gens peuvent être très attachés aux objets. Ils oublient parfois que les objets ne les aiment pas en retour. Elle s'éloigna avant qu'il n'ait le temps de répondre, son attention étant attirée par une silhouette solitaire près de la porte. Un homme grand, aux cheveux foncés et au regard distant, qui ne fixait ni le corps ni le tableau, mais le sol. « Vous étiez présent pendant la discussion ?» demanda gentiment mademoiselle Marple. Il sursauta légèrement. « Oui, j'étais présent. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» Il hésita. Monsieur Faraday semblait bouleversé, plus que d'habitude. Quand il a parlé du portrait, sa voix tremblait. A-t-il dit pourquoi? Non. Mais, ajouta l'homme à contre-cœur, il n'arrêtait pas de jeter des regards à mademoiselle Grantham, comme s'il s'attendait à ce qu'elle l'arrête. Mademoiselle Marple le remercia et retourna au centre de la pièce. La galerie de portraits semblait différente à présent, comme si les murs s'étaient rapprochés pour écouter. Le tableau représentant la jeune femme semblait plus sombre, ses ombres plus profondes. Amelia Grantham se tenait seule, le regard fixé sur lui. « La trouvez-vous dérangeante ?» demanda mademoiselle Marple à voix basse. Amelia ne détourna pas le regard. « Je la trouve perspicace. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Les tableaux sont comme les gens. Ils en révèlent plus que leur propriétaire ne le souhaite. » La voix d'Amelia baissa. Lionel disait qu'elle n'avait pas sa place ici. Et pourtant, dit mademoiselle Marple, elle est là. Un agent s'approcha de l'inspecteur Keating et lui murmura quelque chose à l'oreille. L'inspecteur prit un air sévère et jeta un bref coup d'œil au tableau. « Nous avons reçu un appel de la gare », annonça-t-il. « Jusqu'à nouvel ordre, Grantham House sera fermé. Personne ne partira sans nous en informer. » Un murmure d'inquiétude parcourut la pièce. Miss Marple croisa à nouveau les mains, l'air pensif. Le village réagissait déjà, elle le sentait.
Les chuchotements se formaient, les théories prenaient forme. Et au centre de tout cela, un tableau observait en silence, comme s'il attendait le bon moment pour parler. Elle avait appris, au fil des ans, que lorsque les gens se taisaient, les objets devenaient souvent très bruyants. L'annonce, selon laquelle personne ne quitterait les lieux, s'abattit sur la galerie de tableaux, comme un voile fin, transparent, mais impossible à ignorer. Les voix s'abaissèrent davantage, les mouvements devinrent prudents. Les gens se réorganisèrent inconsciemment, comme si la proximité elle-même pouvait impliquer une culpabilité. Miss Marple resta où elle était, la posture détendue, le regard attentif. Elle avait déjà vu cette phase à maintes reprises. Le moment où la curiosité se transformait en appréhension et où la politesse devenait une forme d'autodéfense. L'inspecteur Keating commença à diriger les personnes vers la salle de petit déjeuner attenante, où les « ah » di Lanzolodouille. Déclarations pourraient être recueillies avec un minimum de spectacle. Elles y entrèrent une à une, ressortant plus tard avec des expressions allant de la dignité offensée au soulagement fragile. Amelia Grantham s'attarda près du tableau, les mains fermement jointes devant elle. « Vous comprenez bien sûr la nécessité de cette mesure », lui dit l'inspecteur Keating avec une courtoisie professionnelle. « Bien sûr », répondit Amelia, « même si je ne vois pas comment cela pourrait être autre chose qu'une tragique coïncidence. » Les aiguilles de mademoiselle Marple cliquetaient doucement. « Les coïncidences existent, » dit-elle, « même si elles sont beaucoup plus rares que les gens ne l'imaginent. » Amelia se retourna brusquement. « Suggérez-vous » ? « Oh non, » l'interrompit doucement mademoiselle Marple. « Je constate simplement que M. Faraday n'est pas mort chez lui, ni lors d'une promenade tranquille, ni même dans son bureau. Il est mort sous un tableau dont il doutait, dans une pièce remplie de monde. » Amelia pâlit. « Vous donnez l'impression que c'était prémédité. » Mademoiselle Marple sourit. La vie a tendance à faire cela toute seule. Le salon avait autrefois été le refuge privé de Sir Edwin, ses hautes fenêtres donnant sur un jardin à la française, désormais masqué par la foule des badauds massés derrière la grille. Un feu brûlait dans la cheminée, mais personne ne semblait ressentir sa chaleur. Mademoiselle Marple fut invitée à s'asseoir, mais l'inspecteur Keating lui fit clairement comprendre qu'elle n'était pas obligée de faire une déposition. « Je me contente d'écouter », lui assura-t-elle. « Je trouve toujours cela instructif. » Le premier à prendre la parole fut le docteur Bellows, d'une voix précise, les mains soigneusement jointes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les symptômes suggèrent une insuffisance cardiaque. Le stress peut être un facteur important. « Monsieur Faraday était-il stressé ?» demanda l'inspecteur Keating. Le docteur Bellows hésita. Il a mentionné qu'il était troublé par quelque chose, une question d'intégrité professionnelle. « Le tableau ?» dit rapidement Amelia. « Oui » acquiesça le docteur Bellows. Il pensait qu'il n'était peut-être pas ce qu'on prétendait qu'il était. « Et qu'en pensiez-vous » demanda l'inspecteur. « Que l'authentification des œuvres d'art est controversée, » répondit le docteur Bellows. « Les experts sont tout le temps en désaccord. » Mademoiselle Marple observa Amelia attentivement. Elle était assise très droite, le menton levé, son calme presque trop délibéré. Monsieur Faraday avait l'intention de rendre ses préoccupations publiques, insista l'inspecteur Keating. Amelia serra les doigts. Il a dit qu'il les soulèverait en privé, pour épargner l'embarras à la galerie. « L'a-t-il fait ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Amelia la regarda, surprise. « Oui, je crois que oui. »« La croyance, » murmura mademoiselle Marple, « est une chose des plus peu fiables. » La jeune femme de la galerie, celle aux yeux agités, prit la parole à son tour. Elle s'appelait Clara Whitby, une cousine éloignée qui aidait occasionnellement à la catalogage. « Il avait peur, » dit Clara. « Je l'ai vu juste avant la conférence. Il m'a demandé si je pensais que les gens pouvaient pardonner la tromperie. »
Une tromperie, répéta l'inspecteur Keating. Oui, c'est ce qu'il a dit, comme si cela lui pesait. Tante Lydia renifla bruyamment. Lionel était mélodramatique. Il faisait toujours une montagne d'une taupinière. Et pourtant, dit doucement mademoiselle Marple, nous sommes ici au pied d'une montagne. Les déclarations se poursuivirent. Chacune ajoutait un fil conducteur, ténu peut-être, mais indéniablement présent. Monsieur Faraday s'était disputé avec Amélia tard la veille au soir. On l'avait vu faire les 100 pas dans la galerie avant l'ouverture. Il s'était agrippé au mur en tombant, ses doigts laissant de légères marques sur le vernis. L'attention de mademoiselle Marple se porta à nouveau sur ces marques. Elle pouvait les voir clairement dans son esprit. La recherche inconsciente d'un appui, le dernier instinct humain pour s'accrocher. Après avoir pris la dernière déposition, l'inspecteur Keating congédia le groupe d'un signe de tête. « Nous vous tiendrons au courant », dit-il. « Pour l'instant, je vous suggère de rester tous disponibles. » Alors qu'il regagnait la galerie, mademoiselle Marple se leva lentement. La pièce semblait avoir encore changé. Elle n'était plus seulement sombre, mais pleine d'attente. Elle s'approcha du mur sous le tableau et l'observa attentivement. Le vernis était impeccable, à l'exception d'une légère trace laissée par des doigts qui avaient appuyé trop fort. Les gens laissent souvent derrière eux plus qu'ils ne le pensent, dit-elle doucement. Amélia la rejoignit. Vous parlez comme si vous saviez déjà quelque chose. Mademoiselle Marple secoua la tête. Oh non, ma chère. Je sais simplement que la peur a une forme. Elle pousse vers l'extérieur. Elle cherche à s'exprimer. Et que trouve-t-elle ? Demanda Amélia. Mademoiselle Marple leva les yeux vers le tableau au-dessus d'elle. Le visage ombragé de la jeune femme semblait presque plus sombre à présent, la lumière plus sévère. Parfois, répondit mademoiselle Marple, elle trouve un mur. L'inspecteur s'éclaircit la gorge derrière elle. Mademoiselle Marple, dit-il, j'aurais besoin de votre aide. Elle se retourna, l'air aimable mais résolu. Je suis toujours heureuse d'aider, surtout lorsque les choses semblent exactement comme elles devraient être. Elle jeta un nouveau coup d'œil au tableau, à l'équilibre soigneusement étudié entre lumière et obscurité. Les apparences, songea-t-elle, étaient souvent les choses les plus dangereuses dans un village qui les valorisait par-dessus tout. L'inspecteur Keating ne donna pas plus de détails. Il se contenta de faire un geste vers la porte latérale qui donnait sur l'étroit passage reliant la galerie à l'ancienne aile des domestiques. Son attitude suggérait la discrétion plutôt que l'urgence, comme si ce qu'il avait en tête exigeait davantage de calme que de rapidité. Mademoiselle Marple le suivit sans faire de commentaire, ses chaussures ne faisant qu'un léger bruit sur le sol ciré. Derrière eux, la galerie reprit ses murmures prudents, comme une ruche perturbée mais pas encore paniquée. « Je ne vais pas prétendre que je comprends tout ce qui se passe dans les villages, » dit enfin l'inspecteur en baissant la voix. « Mais je sais une chose, quand les gens commencent à parler, ils ne parlent pas au hasard. » « Non, » acquiesça mademoiselle Marple. « Ils parlent selon des schémas très rassurants en général. » Il lui jeta un regard en coin. « Exactement, et un schéma semble déjà se dessiner. » Ils s'arrêtèrent près d'une petite fenêtre donnant sur le jardin, où un agent de police montait la garde. Derrière la vitre, plusieurs villageois s'étaient rassemblés à une distance respectueuse, le visage marqué par une expression d'inquiétude qui tendait étrangement vers l'excitation. « Un nom est répété, » poursuivit l'inspecteur Keating. « Pas fort, pas officiellement, mais assez souvent pour être remarqué. » Mademoiselle Marple attendit. « George Alton, » dit-il. « Le restaurateur ?»« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Je l'ai remarqué. » Keating haussa un sourcil. « Vraiment ? C'était celui qui ne regardait rien, » répondit mademoiselle Marple. « Les gens ont tendance à trop regarder, ou pas du tout. Lui, il avait choisi la deuxième option. »
George Alton avait été employé de façon intermittente par Sir Edwin Grantham pendant les dernières années de sa vie, chargé de nettoyer et de restaurer plusieurs des œuvres les plus anciennes. C'était un homme discret, récemment revenu au village après une longue absence, et donc déjà légèrement suspect aux yeux des habitants. Nous avons établi qu'il était seul avec le tableau tard dans la nuit dernière, dit l'inspecteur. Il terminait un travail de dernière minute. Mademoiselle Marple acquiesça. Cela le rendrait très commode. Commode ? Répéta Keating. Oui. Quelqu'un qui avait accès au tableau, un intérêt professionnel et qui n'avait pas encore de racines solides dans le village. Les gens se sentent plus en sécurité lorsque les soupçons se concentrent sur une seule personne. Keating soupira. Néanmoins, nous devons lui parler. Ils trouvèrent George Alton dans une petite antichambre à côté de la galerie, assis raide sur une chaise en bois. Ses mains étaient jointes entre ses genoux. Son visage était pâle mais calme. « J'ai répondu à toutes vos questions, » dit-il lorsqu'il les vit. « Je n'ai pas fait de mal à M. Faraday. »« Personne n'a suggéré que vous l'aviez fait, » dit Mademoiselle Marple doucement. Il la regarda, surpris. « Vous êtes Mademoiselle Marple. »« Oui. Ils font toujours appel à vous quand les choses tournent mal, » dit-il sans méchanceté. « C'est vrai, » acquiesça-t-elle, généralement après que les choses aient mal tourné depuis un certain temps. L'inspecteur Keating lui demanda de répéter son récit. Alton s'exécuta avec une précision minutieuse. Il avait travaillé sur le portrait jusque tard dans la nuit, ajustant le vernis pour réduire un éclat irrégulier. M. Faraday était entré brièvement, l'avait observé en silence, puis était reparti sans dire un mot. Il avait l'air effrayé, ajouta Alton doucement. Plus qu'en colère. J'ai cru qu'il allait s'évanouir. A-t-il touché le tableau ? Demanda Mademoiselle Marple. Non, il n'aurait pas osé. Il a dit qu'il avait peur de l'abîmer. Peur d'abîmer quoi exactement ? Insista Mademoiselle Marple. Alton hésita. La vérité peut-être. L'inspecteur Keating se pencha en avant. Que voulez-vous dire par là ? Alton déglutit. Je pense qu'il croyait que le tableau n'était pas authentique. Ou plutôt, il s'interrompit et secoua la tête. Ce n'est pas à moi de le dire. Mademoiselle Marple sourit faiblement. C'est souvent à nous de le dire, que nous le voulions ou non. Avant qu'Alton n'ait pu répondre, un agent apparut à la porte. Inspecteur, nous avons trouvé quelque chose. Ils retournèrent à la galerie, où l'agent leur montra un petit objet gisant sur le sol près du mur, sous le tableau. C'était un morceau de papier plié, dont les bords étaient tachés. L'inspecteur Keating le ramassa avec précaution. « Une note ? Plutôt une liste, » répondit l'agent. Mademoiselle Marple se pencha pour mieux voir. Le papier comportait une série de noms et de dates, écrits d'une écriture soignée et méticuleuse. Au bas de la page, un mot avait été souligné 2 fois. « Retiré ». « C'est l'écriture de Lionel, » dit Amélia d'un ton sec. « Je la reconnais. »« Et ces noms ?» demanda Keating. « Les anciens propriétaires, » répondit Amélia à contre-cœur. « Ou ceux que l'on suppose être les anciens propriétaires. » Mademoiselle Marple se redressa. « Supposer est un mot très intéressant. » L'inspecteur acquiesça. Cela suggère qu'il rassemblait des preuves. Peut-être se préparait-il à contester l'authenticité du tableau. « Et quelqu'un voulait l'en empêcher, » dit Amélia d'une voix tendue. « Ou, » dit Miss Marple doucement, « quelqu'un voulait qu'il soit considéré comme gênant. » Tous les regards se tournèrent vers George Alton, qui se tenait raide près de la porte. « Ce n'est pas moi, » dit-il d'une voix rauque. « Je ne ferai jamais. »« Non, » dit mademoiselle Marple en secouant la tête. Si vous vouliez faire du mal à un homme, vous ne le feriez pas dans une pièce remplie de témoins, sous l'objet même qui le troublait le plus. Ce serait théâtral. L'inspecteur Keating semblait pensif. Alors pourquoi cette note est-elle ici ? Pourquoi ? Et maintenant ?
Mademoiselle Marple jeta un nouveau coup d'œil au tableau. Les mains jointes de la jeune femme semblaient presque tendues, comme si elle cachait quelque chose. « Parce que, dit doucement mademoiselle Marple, quelqu'un voulait que nous regardions tous exactement là où nous regardons maintenant. » Un murmure parcourut la pièce. Elle savait que le village allait déjà se mettre d'accord sur George Alton comme étant l'explication la plus commode. Un étranger, un restaurateur, un homme qui avait des outils et un accès, un visage commode. Miss Marple croisa les mains et soupira. « D'après mon expérience, ajouta-t-elle doucement, la vérité est rarement aussi complaisante. » Le murmure qui suivit les paroles de Miss Marple ne se transforma pas en protestation. Au contraire, il s'apaisa pour laisser place à quelque chose de plus calme et de plus persistant, un malaise collectif qui refusait d'être nommé. Les gens jetèrent un nouveau regard à George Alton, puis détournèrent rapidement les yeux, comme si le soupçon lui-même était contagieux. L'inspecteur Keating plia soigneusement le papier et le glissa dans une enveloppe pour pièce à conviction. « Nous allons le faire examiner, » dit-il d'un ton neutre. « Pour l'instant, monsieur Alton, vous ne quitterez pas le village. » Alton acquiesça, sans laisser transparaître ni soulagement ni ressentiment. Il avait l'air, pensa mademoiselle Marple, d'un homme déjà résigné à être incompris. Alors que l'inspecteur s'éloignait pour parler à un agent, mademoiselle Marple se dirigea à nouveau vers le tableau. Elle le fit presque distraitement, comme si l'affaire était déjà en train de sombrer dans le rythme confortable des commérages du village. Mais ses yeux étaient alertes, son attention fixée non pas sur le visage de la femme peinte, mais sur le cadre qui l'entourait. Les cadres étaient souvent négligés. Ils existaient pour attirer l'attention vers l'intérieur et non vers eux-mêmes. Pourtant, mademoiselle Marple avait depuis longtemps remarqué que les gens traitaient les cadres comme ils traitaient les manières. Ils les considéraient comme décoratifs, alors qu'ils étaient en fait structurels. « Il a été refixé hier, » dit-elle doucement. Amelia Grantham la rejoignit, croisant les bras pour se protéger d'un frisson qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. « Oui, George a insisté pour dire que l'ancien cadre ne convenait pas au tableau. Et vous avez accepté ? J'ai fait confiance à son jugement. » Mademoiselle Marple acquiesça. La confiance était une autre chose qui lui causait rarement le sommeil. Elle se pencha un peu plus près, en prenant soin de ne pas toucher. Le cadre était orné mais récemment nettoyé. Sa dorure brillait sur les tons sourds de la toile. Il y avait cependant une légère irrégularité le long du bord inférieur, une minuscule distorsion, visible uniquement lorsque la lumière l'éclairait sous un angle particulier. « Quelqu'un a-t-il déplacé cela depuis l'incident ?» demanda mademoiselle Marple. « Non, » répondit Amelia. L'inspecteur Keating a été très ferme à ce sujet. « Tout à fait, » dit mademoiselle Marple. « Les perturbations ont tendance à se multiplier. » Elle se redressa et jeta un coup d'œil autour d'elle. La plupart des visiteurs avaient été priés de partir, ne laissant que ceux dont la présence était jugée indispensable. La galerie semblait étrangement vide, comme si elle avait expiré et n'avait pas encore repris son souffle. Madame Haydock se tenait à proximité, sa curiosité luttant contre les convenances. « Tout cela est terriblement bouleversant, » dit-elle. « On ne peut s'empêcher de se demander si M. Faraday en savait plus qu'il ne l'a dit. »« Oh, je pense qu'il en savait exactement autant qu'il pouvait supporter, » répondit mademoiselle Marple. Madame Haydock fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Les personnes qui détiennent des informations gênantes les révèlent souvent de manière subtile, dit mademoiselle Marple. Une hésitation, un regard, un besoin soudain de dire quelque chose à voix haute. Madame Haydock écarquilla les yeux. Vous ne pensez pas qu'il allait accuser quelqu'un publiquement ? Je pense, dit doucement mademoiselle Marple, qu'il se demandait si la vérité valait le prix à payer. Elles furent interrompues par Clara Whitby,
qui s'approcha avec une réticence visible. « Mademoiselle Marple, dit-elle, je me suis souvenu de quelque chose. À propos d'hier soir. » Mademoiselle Marple se tourna immédiatement vers elle. « Oui, ma chère ? Je suis revenue à la galerie après le dîner. J'avais oublié mon carnet. » Clara baissa la voix. « J'ai vu que la lumière était allumée ici. Monsieur Faraday était seul, debout tout près du tableau. »« Que faisait-il » demanda mademoiselle Marple. « Rien, il regardait simplement, mais il pleurait. » Mademoiselle Marple enregistra cette information sans faire de commentaire. Les larmes en disaient souvent plus long que les mots. « Il a dit qu'il avait commis une erreur, » poursuivit Clara, qu'il avait laissé son admiration obscurcir son jugement. « Et lui avez-vous demandé ce qu'il voulait dire ?»« Non, il m'a demandé de partir. » Très poliment. Mademoiselle Marple sourit faiblement. La politesse peut être une forme de désespoir. Après le départ de Clara, mademoiselle Marple resta debout où elle était, plongée dans ses pensées. Elle avait déjà vu de telles scènes auparavant. Des hommes et des femmes détruits, non pas par la malveillance, mais par la lente accumulation de compromis. L'inspecteur Keating revint, l'air troublé. « Nous avons eu un premier contact avec le laboratoire, » dit-il. « Ils ont trouvé des traces d'un composé à action rapide dans l'organisme de M. Faraday. Pas assez pour être visible à première vue. »« Du poison » dit Amélia d'une voix faible. « Oui, » répondit l'inspecteur. Ce qui signifie que ce n'était pas un accident. Un silence s'ensuivit, lourd et indéniable. Miss Marple ferma brièvement les yeux. Le tableau, le cadre, la note, plus rien ne semblait isolé désormais. Tout cela formait un schéma, vague mais insistant. « Inspecteur, » dit-elle en ouvrant les yeux, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Monsieur Faraday s'est-il vu offrir un rafraîchissement avant sa conférence ?» Keating cligna des yeux. « Du thé, » répondit-il. « Madame Haydock a insisté. Et un petit verre de sherry, je crois. » Mademoiselle Marple acquiesça lentement. « Et qui l'a servi ?» Madame Haydock se raidit. « Eh bien, moi, bien sûr. Mais tout le monde sait. Je suis sûre que vous n'avez rien fait de mal, » dit gentiment mademoiselle Marple. « On sert souvent ce qu'on nous donne. » Son regard se posa une fois de plus sur le tableau, sur la femme dont les mains jointes semblaient cacher plus qu'elles ne révélaient. Miss Marple comprit que ce n'était pas le poison lui-même qui l'empêchait de dormir, mais le moment choisi. Le poison nécessitait une planification, et la planification nécessitait un mobile. Quelqu'un savait exactement quand Lionel Faraday se tiendrait sous ce tableau et exactement ce qu'il allait dire. Elle joignit les mains, l'air serein. « Eh bien, » dit-elle doucement, « cela change considérablement la donne. » La confirmation de la présence de poison modifia l'atmosphère de la galerie d'une manière qu'aucune suspicion murmurée n'aurait jamais pu faire. Ce qui avait été une tragédie se transforma en quelque chose de délibéré, et cette transformation s'accompagna d'une peur. Une peur silencieuse, disciplinée, du genre qui se cache derrière la courtoisie. L'inspecteur Keating donna des instructions à voix basse. Les visiteurs restants furent renvoyés sous étroite surveillance, leurs déclarations déjà enregistrées, leurs mouvements notés. La porte se referma derrière eux, avec un bruit qui semblait bien trop définitif pour une pièce aussi élégante. Mademoiselle Marple resta où elle était, contemplant le tableau comme s'il pouvait, à tout moment, se mettre à parler. « Donc, » dit faiblement Madame Haydock, « quelqu'un l'a empoisonné. Ici. Parmi nous. » « Oui, » dit mademoiselle Marple, « et cette personne l'a fait avec une grande assurance. » Amelia Grantham se redressa. « Avec assurance ? Pour empoisonner quelqu'un en public, il faut être convaincu que personne ne regardera de trop près, » répondit mademoiselle Marple. « Ou que, si quelqu'un regarde, il regardera dans la mauvaise direction. » L'inspecteur Keating se frotta le menton.
Le sherry est la source la plus probable. Nous avons confisqué la bouteille. Et les tasses à thé? Demanda mademoiselle Marple. Toutes ont été emportées. Tout à fait, dit-elle. Mais le poison n'est rarement une question d'opportunité seule. C'est une question d'urgence. Amelia se retourna brusquement. Vous pensez que M. Faraday était sur le point de révéler quelque chose? Je pense qu'il avait atteint le point où il ne pouvait plus tolérer de garder le secret, dit doucement mademoiselle Marple. Les gens agissent souvent de manière irréfléchie dans de tels moments. Ils se rendirent dans le salon attenant, où le feu brûlait faiblement et où les meubles portaient les traces légères d'années d'utilisation prudente. C'était une pièce conçue pour la conversation, pas pour la confrontation, et son inconfort était évident. L'inspecteur Keating s'assit en face de mademoiselle Marple. « Vous avez été très observatrice, dit-il. Que pensez-vous de tout cela ?» Mademoiselle Marple croisa les mains sur ses genoux. J'en conclus ce que je conclus toujours dans ce genre de situation. Quelqu'un avait peur, pas seulement du scandale, mais aussi d'être démasqué. Et vous pensez que cette peur appartient à... Elle sourit. Oh, je ne tire jamais de conclusions hâtives. Je me contente d'écouter. Comme si ces paroles l'avaient appelée, Clara Whitby apparut dans l'embrasure de la porte, le visage pâle mais déterminé. « Inspecteur, dit-elle, puis-je parler ?» Il acquiesça et elle entra, refermant la porte derrière elle. « Il y a autre chose, » dit Clara. « À propos du tableau, à propos de son acquisition. » Les yeux de mademoiselle Marple s'aiguisèrent. « Il est arrivé beaucoup plus vite que prévu, » continua Clara. « Il y avait une certaine pression. Amelia insistait pour qu'il soit exposé immédiatement, avant toute vérification en bonne et due forme. » Amelia rougit. La collection de mon oncle dépendait de l'organisation d'expositions en temps voulu. Les retards coûtaient de l'argent. « Oui, » dit Clara. Mais Lionel s'y est opposé. Il a dit que les documents ne correspondaient pas au style. L'inspecteur Keating se pencha en avant. « Quel document ?»« Une lettre, » répondit Clara, supposément provenant de la succession de l'artiste. Lionel pensait que c'était un faux. Mademoiselle Marple pencha la tête. « L'a-t-il dit à quelqu'un d'autre ?» Clara hésita. « À George Alton et à Amelia. Il était très contrarié. » La voix d'Amelia était tendue. « Je lui ai dit que nous allions régler cela discrètement. »« Et il vous a cru ?» demanda mademoiselle Marple. « Je ne sais pas, » répondit Amelia. « Je pense qu'il voulait me croire. » Mademoiselle Marple soupira doucement. C'est souvent à ce moment-là que les gens sont les plus vulnérables. L'inspecteur Keating se leva. « J'aimerais voir cette lettre. » Amelia secoua la tête. « Elle est enfermée dans le bureau de mon oncle. Je n'ai pas la clé. » Mademoiselle Marple la regarda avec bienveillance. « Alors peut-être que quelqu'un d'autre l'a. » Ils traversèrent la maison, les sols polis reflétant leurs mouvements comme de vagues fantômes. Le bureau se trouvait au bout d'un couloir étroit, sa porte était lourde et sombre. George Alton se tenait à proximité, surveillé par un agent de police. « J'ai une clé, » dit Alton doucement. Sir Edwin me faisait confiance. L'inspecteur Keating acquiesça, et la porte fut ouverte. Le bureau sentait le cuir et la poussière, l'odeur d'une vie passée parmi des objets plutôt que parmi des gens. Des papiers étaient soigneusement rangés sur le bureau, leur ordre était précis mais pas obsessionnel. La lettre se trouvait exactement là où Clara avait dit qu'elle serait. Mademoiselle Marple la lut attentivement, le visage impassible. « Ce n'est pas authentique, » dit-elle enfin. Keating fronça les sourcils. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» Mademoiselle Marple lui tendit le papier. La formulation. Le sentiment. Elle est écrite comme quelqu'un imagine que l'authenticité devrait sonner, plutôt que comme elle sonne réellement. Alton acquiesça lentement. C'était la conclusion de Lionel. Amelia s'effondra dans un fauteuil. Alors le tableau...
est probablement authentique, dit mademoiselle Marple, mais son histoire a été modifiée. Quelqu'un a voulu créer un récit particulier. L'inspecteur Keating se redressa, et M. Faraday l'a découvert. Oui, dit mademoiselle Marple, et il a compris que ce mensonge n'était pas seulement théorique, il était personnel. Ils retournèrent à la galerie où le tableau attendait dans son cadre silencieux. Mademoiselle Marple s'en approcha une fois de plus, son regard attiré à nouveau par le bord inférieur. « Puis-je » demanda-t-elle à l'inspecteur. Il hésita, puis acquiesça. Avec précaution, mademoiselle Marple appuya doucement sur l'irrégularité qu'elle avait remarquée auparavant. Il y eut un léger clic, presque imperceptible. Le cadre bougea légèrement, révélant un compartiment étroit dissimulé derrière lui. À l'intérieur se trouvait une petite pochette en velours. Amelia eut le souffle coupé. « Je n'avais aucune idée. » Miss Marple ouvrit la pochette et en versa le contenu dans sa paume. Une bague tomba, en or et lourde, gravée d'un blason. « Ceci, » dit doucement Miss Marple, « n'appartient pas au tableau. Il appartient à Sir Edwin. » L'inspecteur Keating la fixa du regard. Sa disparition a été signalée il y a plusieurs mois. Oui, dit mademoiselle Marple, et sa disparition a été attribuée à une négligence. Le visage d'Amelia se décomposa. Lionel pensait que je l'avais prise, murmura-t-elle. Il m'a accusé, gentiment, mais fermement. Et vous avez nié, dit mademoiselle Marple. Oui, parce que je ne l'avais pas prise. Mademoiselle Marple ferma la pochette. Alors quelqu'un d'autre souhaitait qu'on se souvienne de lui. Le tableau semblait les observer tous, son visage dans l'ombre, impénétrable. Le poison, dit doucement mademoiselle Marple, n'a pas été administré pour faire taire un homme. Il a été administré pour préserver une histoire. L'inspecteur Keating la regarda d'un air sévère. L'histoire de qui ? Le regard de mademoiselle Marple s'attarda sur la bague qu'elle tenait dans sa main. « C'est ce que nous allons découvrir ensuite, » dit-elle. La bague reposait entre eux sur la table étroite du bureau de la galerie, sa surface dorée captant la lumière avec un calme presque insolent. Pendant un moment, personne ne parla. Cette découverte avait modifié la forme de la pièce, comme si les murs eux-mêmes s'étaient déplacés en réaction. L'inspecteur Keating fut le premier à rompre le silence. Cette bague a été déclarée perdue peu après la mort de Sir Edwin, dit-il. On a supposé qu'elle avait été égarée lors du rangement de ses effets personnels. Ou retirée discrètement, dit mademoiselle Marple, et cachée dans un endroit sûr. Un endroit où personne ne risquait de la trouver. Amelia Grantham joignit les mains, comme pour les empêcher de trembler. « Lionel m'a accusé de l'avoir prise », répéta-t-elle d'une voix à peine audible. Pas directement, il a seulement dit que la bague avait dû être dérobée par quelqu'un qui avait accès à la maison. « Et vous y aviez accès », dit l'inspecteur Keating, sans méchanceté. « Oui », répondit Amelia. « Tout comme George, tout comme Clara, tout comme Lionel lui-même. » Mademoiselle Marple acquiesça. Ce qui rend cette accusation très peu convaincante, n'est-ce pas? Elle prit la bague et l'examina de plus près. Elle était lourde, masculine, gravée des armoiries de la famille de Sir Edwin. Un objet ayant à la fois une valeur sentimentale et monétaire. De telles choses disparaissaient rarement sans conséquence. « Ce qui me trouble, poursuivit mademoiselle Marple, ce n'est pas que la bague ait été cachée, mais l'endroit où elle était cachée. »« Derrière le tableau, » dit Clara lentement. « Pourquoi là ?»« Parce que, » répondit mademoiselle Marple, « le tableau était destiné à être regardé, pas manipulé. Il était en sécurité à la vue de tous. » L'inspecteur Keating fronça les sourcils. « Mais quel est le rapport avec la mort de M. Faraday ?» Mademoiselle Marple reposa la bague. Parce que Lionel l'a découverte, et une fois qu'il l'a trouvée, il a compris quelque chose qui l'a effrayé bien plus que des faux documents.
Elle se tourna vers Amelia. « Quand avez-vous vu la bague de Sir Edwin pour la dernière fois ?» Amelia hésita. « Il y a plusieurs mois, avant que sa maladie ne s'aggrave. »« Et après sa mort ?» ?»« Je pensais qu'elle avait été rangée avec le reste de ses bijoux. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Les suppositions sont très réconfortantes. » George Alton, qui se tenait silencieusement près de la porte, changea de position. « Lionel m'a montré la boîte vide, » dit-il soudainement. « Celle dans laquelle était rangée la bague. » Il tremblait. « A-t-il dit pourquoi ?» demanda mademoiselle Marple. « Il a dit que cela signifiait que tout avait été faux depuis le début. » Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. « Oui, j'imagine que c'est le cas. » L'inspecteur Keating se redressa. « Vous suggérez que la disparition de la bague et les documents douteux concernant le tableau sont liés. »« Oh, tout à fait, » répondit mademoiselle Marple. « La bague a été utilisée pour soutenir un mensonge. » Amelia la fixa du regard. « Quel mensonge ?»« Que Sir Edwin avait approuvé l'acquisition, » répondit doucement mademoiselle Marple. « La lettre falsifiée, l'installation précipitée, l'insistance sur l'authenticité sans vérification appropriée. Quelqu'un voulait donner l'impression que Sir Edwin lui-même avait approuvé le tableau, voire l'avait offert. » Une vague de compréhension parcourut la pièce, rapidement suivie d'un déni. « C'est impossible, » dit Amelia. « Mon oncle n'aurait jamais autorisé un faux, » acquiesça mademoiselle Marple. « Mais il aurait pu s'opposer au tableau pour d'autres raisons. »« Telles que ?» demanda l'inspecteur Keating. Le regard de mademoiselle Marple se posa à nouveau sur la toile. « Tel que le reconnaître. » L'effet fut immédiat. Clara inspira brusquement. Georges fixa la toile. Amelia perdit enfin son sang-froid. « Vous pensez qu'il l'avait déjà vu ?» murmura Amelia. « Oui, » dit mademoiselle Marple. « Pas comme une œuvre d'art de grande valeur, mais comme quelque chose de profondément personnel, quelque chose qu'il souhaitait oublier. » La voix de l'inspecteur Keating était tendue. « Vous dites que le tableau lui-même était une menace ?»« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était vrai. » Elle s'approcha du tableau, d'un ton calme, presque conversationnel. Sir Edwin menait une vie très respectable, mais la respectabilité nécessite souvent quelques retouches. Certains épisodes sont discrètement supprimés du récit. « Et Lionel l'a découvert, » dit Clara. « Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Il a découvert que la bague était utilisée pour signifier son approbation, et il a compris que la présence du tableau n'était pas fortuite. Il avait été placé ici délibérément, avant les vérifications nécessaires, car tout retard aurait permis à quelqu'un de s'y opposer. » L'inspecteur Keating expira lentement. Lionel avait donc l'intention de révéler la supercherie. « Ou de confronter la personne responsable, » dit mademoiselle Marple, « ce qui peut être tout aussi dangereux. » La voix d'Amelia tremblait. « Alors qui a placé la bague là ?» Mademoiselle Marple la regarda fixement. La personne qui avait besoin que Lionel apparaisse comme malhonnête. La personne qui voulait que les soupçons retombent sur quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi George Alton était si pratique, dit l'inspecteur à voix basse. « Oui, » répondit mademoiselle Marple, « un restaurateur qui avait accès à la pièce. Un homme déjà considéré comme marginal. » George serra les mâchoires. « Je ne savais rien de la bague. »« Je vous crois, » dit mademoiselle Marple avec gentillesse. « Si vous aviez été au courant, vous ne l'auriez pas caché aussi habilement. » L'inspecteur Keating fit les 100 pas dans la pièce. « Très bien. Nous avons un mobile, une dissimulation et une boisson empoisonnée. Ce qui nous manque, c'est la preuve de l'identité de la personne qui l'a administrée. » Mademoiselle Marple croisa les mains. Et c'est là qu'intervient le deuxième choc. Ils se tournèrent tous vers elle. « Lionel n'a pas découvert la bague le matin de sa mort, » dit-elle doucement. « Il l'a découverte la veille au soir.
Amelia écarquilla les yeux. « Comment le savez-vous ?»« Parce qu'il a pleuré, » répondit mademoiselle Marple. « Et les gens ne pleurent pas pour des abstractions. Ils pleurent pour une trahison. » L'inspecteur Keating cessa d'arpenter la pièce. « Alors pourquoi attendre le lendemain matin ?»« Parce qu'il a donné à quelqu'un la possibilité d'avouer, » répondit mademoiselle Marple. Le silence retomba dans la pièce, plus lourd cette fois. « Et au lieu de cela, » poursuivit mademoiselle Marple, « cette personne a préféré s'assurer qu'il ne parle jamais. » Son regard passa lentement d'un visage à l'autre, s'attardant un peu plus longtemps sur l'un d'entre eux. « Maintenant, » dit-elle doucement, « nous devons nous demander qui avait le plus à perdre si Lionel Faraday disait la vérité. » La pièce n'explosa pas. Il n'y eut ni cris, ni accusations lancées comme des pierres. Au lieu de cela, quelque chose de plus subtil se produisit, un rapprochement intérieur des faits qui avait dérivé toute la matinée. Mademoiselle Marple le ressentit comme on ressent un changement de temps. Pas dramatique, mais indéniable. L'inspecteur Keating s'était assis, son carnet ouvert, mais intact. Il ne recueillait plus de déclarations, il les pesait. « Nous avons dépassé le stade des spéculations, » dit-il calmement. « Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de cohérence. » « Oui, » acquiesça mademoiselle Marple. « La vérité est rarement bruyante. Elle préfère arriver discrètement. » Ils restèrent dans le bureau de la galerie, la porte fermée, le tableau visible à travers la vitre. La bague reposait là où elle avait été laissée, sans plus choquer, simplement significative, comme un mot enfin compris après des années d'utilisation abusive. L'inspecteur Keating leva les yeux. Commençons par la fin et remontons le temps. Mademoiselle Marple inclina la tête. Lionel Faraday a découvert la bague cachée derrière le cadre, poursuivit l'inspecteur. Cette découverte lui a appris deux choses. Premièrement, que la lettre falsifiée était étayée par des preuves matérielles destinées à suggérer l'approbation de Sir Edwin. Et deuxièmement, que le tableau avait été installé non pas à la hâte, mais avec une intention précise. Et cette intention, dit mademoiselle Marple, n'était pas esthétique. Non, acquiesça Keating. Elle était narrative. Il marqua une pause. Quelqu'un voulait qu'une histoire existe avant qu'elle puisse être remise en question. Mademoiselle Marple sourit faiblement. Les histoires ont beaucoup de pouvoir dans les villages. Elles expliquent les choses sans effort. Amelia Grantham était assise, immobile, les mains jointes sur ses genoux. Elle n'avait pas parlé depuis un certain temps. Le silence, observa mademoiselle Marple, était souvent le signe qu'une personne avait commencé à écouter son fort intérieur plutôt que ce qui se disait autour d'elle. L'inspecteur Keating poursuivit. Lionel a donné une chance à cette personne. Il n'est pas allé voir la police. Il n'a pas exprimé ses doutes publiquement. Il a attendu. Oui, dit mademoiselle Marple, parce qu'il était loyal. Et cette loyauté, dit Keating, a été utilisée contre lui. Un léger bruit se fit entendre dans le couloir. Des pas, puis le clic discret d'une porte s'ouvrant ailleurs dans la maison. La vie continuait, inconsciente. Clara Whitby rompit le silence. « Lionel m'a dit un jour que les mensonges ne s'effondrent pas d'un seul coup, » dit-elle. Ils se fissurent, lentement. Et quand ils le font, ils blessent la personne qui les soutient. Mademoiselle Marple la regarda avec approbation. « C'est très vrai. » L'inspecteur Keating se tourna vers mademoiselle Marple. « Il y a une contradiction que je n'arrive pas à concilier. »« Une seule ?» demanda-t-elle aimablement. Il s'autorisa un bref sourire. Celui qui a empoisonné Lionel avait besoin d'intimité, mais aussi de plausibilité. Le thé aurait été plus sûr que le sherry, mais le poison était dans le sherry. « Oui, » dit mademoiselle Marple, parce que le sherry était destiné à être remarqué. Keating fronça les sourcils. « Remarqué ? Oui, c'est traditionnel, social, quelque chose sur lequel on pourrait insister. On s'attend à du thé, on offre du sherry. Le nom de Madame Haydock
flottait dans l'air sans être prononcée. Et pourtant, continua doucement mademoiselle Marple, Madame Haydock verse ce qu'on lui tend. Elle ne choisit pas la bouteille. Les yeux de l'inspecteur Keating s'aiguisèrent. La bouteille était déjà préparée. Oui, dit mademoiselle Marple. Préparée par quelqu'un qui savait que Lionel refuserait un deuxième verre, quelqu'un qui n'avait besoin que d'une seule occasion. Amélia prit une légère inspiration. Vous dites que le poison n'a pas été administré dans la pièce. Non, répondit mademoiselle Marple. Il a été administré à l'avance, ce qui signifie que l'acte lui-même s'est produit plus tôt, discrètement, sans témoin. Keating se pencha en arrière. Dans le garde-manger ou dans le bureau. Oui, dit mademoiselle Marple. Des endroits où l'on a confiance. Elle leva les yeux et posa enfin son regard sur Amelia Grantham, non pas d'un air accusateur, mais avec une sorte de compassion grave. Amelia croisa son regard. « Vous pensez que je savais, dit-elle. « Je pense, répondit mademoiselle Marple, que vous avez découvert la vérité trop tard pour l'empêcher et trop tôt pour y échapper. » L'inspecteur inspira lentement. « Expliquez-moi. » Mademoiselle Marple croisa les mains. « Vous n'avez pas placé la bague derrière le tableau. Cela a été fait il y a longtemps. Mais vous l'avez appris lorsque Lionel vous a confronté. Vous avez alors réalisé que le tableau menaçait non seulement la réputation de votre oncle, mais aussi votre héritage, votre autorité sur cette maison. » Amélia ouvrit les lèvres, puis les referma. « Vous avez supplié Lionel d'attendre, » poursuivit mademoiselle Marple doucement, « de vous laisser régler les choses en privé. Et il a accepté, parce qu'il était gentil. » La voix de l'inspecteur Keating était basse. Mais quelqu'un d'autre a entendu. « Oui, » dit mademoiselle Marple. Quelqu'un qui avait compris qu'une fois que Lionel aurait parlé, l'histoire serait terminée. Un long silence s'ensuivit. L'inspecteur Keating ferma son carnet. « Nous sommes très près du but, » dit-il. Mais cela ne suffit pas. Mademoiselle Marple acquiesça. « Non, c'est pourquoi il reste une dernière chose à faire. » Elle se leva et se dirigea vers la vitre, regardant une fois de plus le tableau. Le visage ombragé de la femme semblait plus calme maintenant, presque soulagé. « Le cadre, » dit doucement mademoiselle Marple. « Il a été ajusté hier soir. » Keating la rejoignit. « Par George Alton ?»« Oui, » confirma mademoiselle Marple, « à la demande de quelqu'un. » Amélia retint son souffle de manière audible. Mademoiselle Marple se retourna vers eux. La vérité s'est révélée d'elle-même. Il ne reste plus qu'à voir qui réagira lorsqu'elle sera dite à haute voix. Elle retourna s'asseoir et croisa les mains. « Inspecteur, » dit-elle, « je pense que vous êtes prêt à poser la bonne question. » L'inspecteur Keating n'éleva pas la voix. Il ne se pencha pas en avant et n'adopta pas une posture accusatrice. Au contraire, il resta où il était, une main posée sur son carnet fermé, et parla d'un ton presque conversationnel. « Monsieur Alton, » dit-il calmement, « quand Amelia Grantham vous a demandé d'ajuster le cadre hier soir, quelle raison vous a-t-elle donnée ?» Le silence qui suivit ne fut pas soudain. Il s'installa progressivement, comme le crépuscule. George Alton se tenait très droit, les mains ballantes le long du corps, le visage impassible. « Elle a dit que le tableau était trop bas, » répondit-il après un moment, « que cela perturbait l'équilibre du mur. » Mademoiselle Marple inclina légèrement la tête. L'équilibre esthétique est souvent invoqué lorsque l'équilibre émotionnel est menacé. Amelia Grantham se leva brusquement. « C'est absurde, je n'ai pas… » L'inspecteur Keating leva la main. « Je vous en prie. » Il se tourna vers Alton. « Vous a-t-elle accompagné ?»« Oui, » répondit Alton. « Elle a regardé. »« Et pendant cet ajustement, » poursuivit Keating, « avez-vous décroché le tableau du mur ?» Alton hésita. Brièvement, il fallait replacer le cadre. La voix de mademoiselle Marple était douce. « Et pendant ce bref intervalle, avez-vous remarqué le compartiment ?»
Alton secoua la tête. Non, je me concentrais sur le support inférieur. Mais Amelia aurait été face au mur, dit doucement mademoiselle Marple. Directement. Les doigts d'Amelia se crispèrent sur le dossier de la chaise. L'inspecteur Keating se tourna enfin vers elle. « Mademoiselle Grantham, avez-vous vu le compartiment ?» Elle déglutit. « Non, je ne crois pas. Lionel Faraday l'a vu, » dit calmement mademoiselle Marple. Il l'a vu parce qu'il cherchait à se rassurer, et ce qu'il a trouvé à la place, c'est une preuve. Amelia perdit son sang-froid, pas de façon spectaculaire, mais irrévocablement. Elle s'effondra dans le fauteuil, les épaules repliées vers l'intérieur. « Il m'a accusé, » dit-elle d'une voix rauque. « Pas de vol, de lâcheté. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Parce que vous connaissiez la véritable histoire du tableau. » Amelia ferma les yeux. Sir Edwin a reconnu la femme. Elle avait été importante pour lui, bien avant qu'il ne devienne respectable. Le tableau n'était pas censé revenir dans cette maison. « Et pourtant, » dit mademoiselle Marple, « quelqu'un a fait en sorte qu'il y revienne. »« Oui, » murmura Amelia, « c'est moi. » L'inspecteur Keating ne l'interrompit pas. « Je pensais que cela resterait une affaire privée, » continua Amelia. « Une curiosité, quelque chose que moi seule saurais. » Mais Lionel a commencé à poser des questions. « Quand il a trouvé la bague ?» Elle s'interrompit, pressant une main contre sa bouche. « Il a compris que vous l'aviez utilisée, » dit mademoiselle Marple, « pour étayer un mensonge que vous espériez que personne ne vérifierait. » Amelia acquiesça. « Je l'ai supplié de me laisser m'en occuper, de me donner du temps. Et il l'a fait, » dit mademoiselle Marple, « parce qu'il vous faisait confiance. » Une larme coula sur la joue d'Amelia, sans que personne ne le remarque. L'inspecteur Keating prit enfin la parole. « Alors pourquoi a-t-il été empoisonné ?» Amelia retint son souffle. « Je ne l'ai pas empoisonné. »« Non, » acquiesça mademoiselle Marple, « vous ne l'avez pas fait. » La pièce sembla expirer. « Mais, » continua mademoiselle Marple, « vous l'avez dit à quelqu'un d'autre. » Amelia leva brusquement les yeux. « Vous l'avez dit à quelqu'un qui vivait dans cette maison depuis bien plus longtemps que vous, » dit mademoiselle Marple. « Quelqu'un qui croyait que l'histoire de la vie de Sir Edwin devait rester intacte. Quelqu'un pour qui le tableau n'était pas un souvenir, mais une menace. » Les yeux de l'inspecteur Keating s'écarquillèrent légèrement. « Madame Haydock. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Une amie, une gardienne des apparences. Elle savait que Lionel parlerait le lendemain matin. Elle nous a entendus, » murmura Amelia. « Dans le bureau. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. « Et elle a agi, non par cupidité, mais par dévouement. Un motif très dangereux. » L'inspecteur Keating se leva. « Elle a préparé la bouteille. »« Oui, » dit mademoiselle Marple. Le sherry était déjà ouvert dans le garde-manger. Une dose mesurée, rien de théâtral. Amelia enfouit son visage dans ses mains. « Il reste une chose, » dit doucement mademoiselle Marple. « Lorsque madame Haydock réalisera que l'histoire qu'elle a tenté de préserver l'a au contraire détruite, elle se dévoilera, comme si elles avaient été convoquées. » Des pas s'approchèrent de la porte. L'inspecteur Keating se redressa. « Alors, soyons prêts à écouter. » Mademoiselle Marple croisa à nouveau les mains, l'air serein. Après tout, les apparences se fissuraient toujours au moment où elles étaient défendues, avec le plus d'acharnement.